Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle classe virtuelle qui sera consacrée pour la dernière fois. Et oui, nous en sommes déjà à la 7e séance. Les meilleures choses ont une fin. 7e séance consacrée à la séquence 5 du programme d'histoire de la classe de 4e intitulée La Révolution française et l'Europe, le rendez-vous manqué entre 1792 et 1815. En effet, après avoir vu les Européens se révolter contre la présence, la domination française, et après avoir vu les Européens rejeter finalement les bienfaits de la Révolution française que les Français tentaient de leur imposer de force au nom de la liberté, de l'égalité et de la fraternité, il est temps aujourd'hui d'évoquer le Congrès de Vienne et ses redoutables conséquences. Grand G, le Congrès de Vienne et les problèmes de nationalité en Europe, et nous aurons à répondre à cette question qui constituera notre problématique du jour. En quoi la carte du Congrès de Vienne de 1815 est-elle à l'origine des problèmes de nationalité en Europe au XIXe siècle? En attendant de découvrir la carte de l'Europe de 1815, celle du Congrès de Vienne, je vous propose en avant-première d'en découvrir une autre qui est plus resserrée, qui est à l'échelle de la Russie de l'Ouest et qui est la carte de la désastreuse campagne de Russie de 1812, celle qui va sonner le glas de la domination napoléonienne sur le continent européen et sur laquelle je voudrais qu'on revienne quelques instants quand même, parce que c'est quand même, me semble-t-il, important pour votre culture personnelle. Alors, de quoi s'agit-il? Cela fait déjà plusieurs années que Napoléon Ier nourrit des griefs envers le tsar, l'empereur de toutes les Russies, Alexandre Ier. L'empereur des Français accumule effectivement les motifs de fâcherie avec le tsar, et lorsqu'il apprend que Alexandre Ier non seulement ne respecte pas le blocus continental, mais au contraire incite les navires et les commerçants anglais à venir apporter leurs marchandises dans les ports russes, là c'en est trop pour l'empereur des Français, qui rassemble la plus puissante armée qu'on ait jamais vue en Europe, constituée non seulement de troupes françaises naturellement, mais aussi de troupes alliées, c'est-à-dire, enfin alliés, des États vassaux pour être plus précis, c'est-à-dire surtout des Allemands, des Italiens, des Polonais. Et toute cette grande armée de Napoléon fond à l'été 1812 sur l'Empire de Russie. Mais les Russes se dérobent, évitent l'affrontement direct, d'autant plus que Napoléon est à la tête de ses troupes. Et du coup, Napoléon est obligé de s'avancer de plus en plus profondément dans le territoire russe, d'étirer ses lignes de communication, ce qui pose le problème du ravitaillement. Et arrivé à l'automne, eh bien, Napoléon rentre dans Moscou sans avoir réellement vaincu. Donc il se décide à passer l'hiver, le redoutable hiver russe, dans la ville de Moscou, qui, je vous le rappelle, n'est pas encore à l'époque la capitale de la Russie, puisque la capitale de la Russie est au nord, à Saint-Pétersbourg. Mais les Russes mettent le feu à la ville, et d'autant plus facilement que la ville est pratiquement toute construite en bois, obligeant Napoléon à abandonner la ville en cendres et à faire retraite. La campagne de Russie se transforme en retraite à l'hiver 1812, qui en plus, coup de chance pour les Russes, coup de malchance pour Napoléon,
et l'un des hivers les plus terribles du siècle. Et si vous me pardonnez cette image, la grande armée napoléonienne fond littéralement comme neige au soleil. Elle avait déjà commencé à le faire dès les premières semaines de l'offensive. On le voit, hein, si vous regardez bien, à Vitebsk, les 500 000 hommes n'en étaient plus que 375 000, il n'était plus que 110 000 arrivés à Moscou. Alors ça ne veut pas dire que tous sont morts, bien au contraire, mais ça veut dire surtout que beaucoup de régiments, beaucoup d'unités ont profité du fait du nombre impressionnant de soldats, tout simplement pour rentrer chez eux, pour décider de rentrer chez eux en se disant que finalement, bon, cette guerre, c'était pas vraiment la leur. Et voilà comment Napoléon se retrouve avec des effectifs de plus en plus réduits et attaqué par moins 10, moins 20 degrés par les redoutables cavaliers russes, les Cosaques. Et on en arrive à l'événement le plus dramatique, c'est le passage de la Bérésina, ce petit cours d'eau que les Français ont franchi à l'aller, en plein été, sans aucune difficulté, d'autant que le pont était intact. Mais les Russes ont décidé de refermer le piège sur ce qu'il reste de la grande armée en détruisant le pont sur la Bérésina, puisque c'est le nom de la rivière. Comble de malchance, il ne fait pas suffisamment froid pour que la Bérésina soit gelée, ce qui rend la rivière difficilement franchissable et qui conduit les hommes qui la traversent à la nage à une mort quasi certaine parce qu'ils vont geler, ils vont mourir gelés par le froid. Donc il va falloir que les Français construisent sous les tirs des canons russes un pont de fortune sur lequel ce qui reste d'armée napoléonienne pourra passer pour fuir ce maudit pays. Et cette bataille de la Bérésina, qui est une demi-victoire, parce que certes les Français passent, mais qui est aussi une demi-défaite, parce qu'ils abandonnent tout ce qu'il leur reste de canons. On aperçoit un essieu de canon brisé au premier plan du tableau, ils abandonnent à peu près tout ce qu'il leur reste. Eh bien, cet épisode de la Bérésina est rentré dans le dictionnaire courant de la langue française, quand on parle, notamment en sport, d'un échec retentissant, d'une déroute, d'une défaite, mais vraiment monstrueuse, on parle souvent de Bérésina. Et ben oui, c'est en référence à cet épisode dramatique de la retraite de Russie de l'hiver 1812-1813. Alors je saute les étapes, hein, puisque le programme ne nous permet pas de consacrer à la fin de l'Empire français tout le temps qui serait nécessaire. Les Européens se libèrent, mettent les Français à la porte des États sous protectorat, l'Espagne, les États allemands. Hein, rappelez-vous la bataille de Leipzig que nous avons étudiée lors de la séance précédente. Et on en arrive directement au 18 juin 1815, qui sonne la fin des espoirs de Napoléon Ier de sauver en quelque sorte les meubles, puisque dans la banlieue de Bruxelles, qui n'est pas encore la Belgique, les Britanniques et leurs alliés prussiens mettent en déroute ce qui reste de l'armée française, et on voit bien le mépris avec lequel le caricaturiste traite Napoléon, qui n'est plus petit, mais qui est véritablement microscopique, comme ces soldats et ces courtisans, qui sont littéralement balayés comme des fétus de paille ou comme de la poussière. Et oui, à Waterloo, morne pleine, comme le disait Victor Hugo, c'est la fin des illusions napoléoniennes. L'occasion d'en arriver
à ce fameux congrès de Vienne, cette conférence européenne entre les grands vainqueurs de Napoléon, qui a commencé en réalité dès 1814, c'est-à-dire avant même d'ailleurs la dernière bataille, celle de Waterloo dont je viens de parler. L'empereur de Russie, mais aussi le roi de Prusse, sont invités, ainsi que le représentant du roi d'Angleterre, Georges III, sont invités à rejoindre les autres monarques absolus européens de la 7e coalition, celle qui a mis fin aux derniers espoirs de Napoléon, à rejoindre l'empereur d'Autriche, personnage à l'extrême gauche de la carte, à Vienne, dans la capitale de l'Empire d'Autriche, pour non pas simplement décider du sort de la France, mais pour rebattre les cartes en Europe, entendez par là redessiner les contours du continent européen, c'est-à-dire que l'Europe constitue une sorte de gâteau, c'est d'ailleurs le titre de la caricature, hein, le gâteau des rois, et les grands vainqueurs de Napoléon vont en redécouper les parts et s'adjuger naturellement les principales parts de ce gâteau européen. On aperçoit sur l'extrême droite de cette caricature Napoléon, qui a encore à l'époque, puisque c'est avant Waterloo, qui a encore l'illusion de pouvoir sauver les meubles, comme je le disais tout à l'heure, c'est-à-dire de rester l'empereur de la France, d'une France certes réduite à ses frontières de 1789. Bon, et on voit qu'à côté de lui s'accroche à son manteau un enfant, et cet enfant n'est autre que le roi de Rome, c'est-à-dire le fils de Napoléon, le fils qu'il a d'ailleurs eu avec la fille de l'empereur d'Autriche, ce qui fait que l'empereur d'Autriche est le beau-père de Napoléon, et Napoléon son gendre. Mais c'est peine perdue pour le fils de Napoléon, surnommé l'Aiglon, qui porte officiellement le titre de roi de Rome, et qui n'aura droit à rien dans le partage du gâteau européen auquel nous allons assister. Malheur aux vaincus, malheur à la France vaincue. En effet, si l'on jette un premier coup d'œil à la carte de l'Europe redessinée par le Congrès de Vienne, donc en 1815, au moment même où résonnent les derniers fracas de la bataille de Waterloo, et si on ne s'intéresse qu'à la France, qu'au territoire français, eh bien, deux constatations s'imposent. D'abord, la France a considérablement rétréci, puisque comme je vous le disais, elle est revenue aux frontières de 1789, c'est-à-dire d'avant la Révolution, quand la France était encore la monarchie absolue dirigée par Louis XVI. Et d'une certaine manière, c'est presque une bonne nouvelle, parce qu'on aurait pu s'attendre à ce que la France soit purement et simplement rayée de la carte. Ça aurait pu être un risque, et on voit qu'elle existe encore. Mais elle est donc n'est plus cette France maximale XXL des 130 départements, ça c'est clair. Et puis surtout, si on regarde bien, cette France qui était l'empire des Français, hein, de Napoléon Ier depuis mai 1804, eh bien cet empire est redevenu un royaume. Autrement dit, la monarchie a été rétablie dans ses droits, a été restaurée, c'est pour cela d'ailleurs que l'on parle de restauration de la monarchie en France,
à partir de 1815. Si le regard se porte maintenant à l'échelle du continent européen, si l'on prend connaissance de la légende de la carte, une fois qu'on a compris que les dégradés de couleurs correspondent aux grands pays vainqueurs, ainsi qu'à leurs annexions territoriales, c'est-à-dire si le mot annexion territoriale vous gêne, considérons qu'il s'agit de conquête. Donc si on comprend par exemple que l'Empire russe est en bleu foncé et que ce qui est en bleu plus clair, ce sont des territoires qui n'étaient pas russes avant le congrès de Vienne, mais qui le sont devenus grâce au congrès de Vienne, et bien dans ce cas-là, on comprend que l'Empire de Russie s'est agrandi de 3 grands territoires sur sa frontière occidentale, la Finlande au nord, ce que sur la carte on appelle la Pologne, je vais y revenir, à l'ouest, et de cette région qu'on appelle la Bessarabie au sud. Et donc, si on comprend que c'est le même mode de fonctionnement pour les autres pays comme la Prusse, comme l'Autriche, comme le Royaume des Pays-Bas par exemple, eh bien on se rend compte que les modifications de frontières sont importantes, que si la France n'a pas été rayée de la carte, c'est pas le cas du Grand-Duché de Varsovie, justement, parce que cette Pologne, ça correspondait pour l'essentiel au Grand-Duché de Varsovie, création de Napoléon Ier entre 1807 et 1813, mais justement, depuis Leipzig, depuis l'effondrement en Russie, depuis que la France a été chassée des territoires allemands, eh bien le Grand-Duché de Varsovie a disparu et il a été partagé entre ce que la carte appelle Pologne et qui est donc devenu un territoire de l'Empire russe, et puis la partie la plus à l'ouest du Grand-Duché de Varsovie, la Posnanie, qui maintenant est une conquête territoriale prussienne. Donc on voit que la carte de l'Europe a été profondément redessinée, modifiée, qu'il y a donc des perdants, comme la France, comme le Grand-Duché de Varsovie, mais aussi des gagnants, comme l'Empire d'Autriche, je vais y revenir, comme l'Empire de Russie, dont j'ai déjà parlé, comme le Royaume de Prusse. Et on peut aussi voir que même si le Saint-Empire ne s'appelle plus Saint-Empire, même si le tracé de ce qu'on appelle aujourd'hui, aujourd'hui en 1815, la Confédération germanique n'est peut-être pas tout à fait identique aux frontières du Saint-Empire d'avant Austerlitz, on se rend bien compte que, d'une certaine manière, l'Autriche est parvenue, et c'était aussi l'un de ses objectifs, à travers le congrès de Vienne, de revenir à l'avant Napoléon, à l'avant Austerlitz, et à reconstituer, d'une certaine manière, son influence sur les États allemands à travers cette confédération germanique qui ressemble vraiment comme une jumelle au Saint-Empire romain germanique, au Saint-Empire tout court, si vous préférez. Alors pour nous aider à bien comprendre les enjeux du congrès de Vienne, je vous ai dégoté une caricature qui est assez simple, une des nombreuses caricatures parues dans la presse française ou européenne de l'époque, et celle-ci a le mérite d'expliquer vraiment clairement les choses. Donc nous allons la décortiquer ensemble.
Et le premier morceau de la caricature que j'ai isolé, c'est la partie supérieure à gauche, avec en particulier deux personnages. Le premier personnage, c'est le comte de Provence, qui, avec son frère, le comte d'Artois, avait eu la sagesse ou la prudence de fuir la France dès l'été 1789, sentant que la situation était en train d'échapper à tout contrôle. Et ce comte de Provence, ah oui, je ne vous l'ai pas encore dit, était le propre frère de Louis XVI, le roi guillotiné. Et quand la monarchie est restaurée en France, eh bien, le comte de Provence devient roi de France sous le nom de règne de Louis XVIII. En toute bonne logique, Louis XVIII aurait dû s'appeler Louis XVII, mais comme Louis XVI avait eu un fils, le dauphin, et que ce dauphin était mort dans des circonstances assez dramatiques pendant la Révolution, il était mort de maltraitance et probablement d'empoisonnement. Il avait été, lui qui était orphelin de père et de mère à cause de la Révolution, avait été confié aux bons soins, entre guillemets, d'un patriote sans culotte parisien qui s'était tellement bien occupé de l'enfant que l'enfant en était mort. Et par égard pour ce fils de roi qui aurait dû succéder à son père mais qui avait été victime de la Révolution, le comte de Provence refuse de prendre le nom de Louis XVII et se fera appeler Louis XVIII. Et il reçoit la couronne des Capétiens des mains de cet homme qui est marqué numéro 2 et qui n'est autre qu'Alexandre Ier, le tsar de Russie, le grand vainqueur de Napoléon Ier, puisqu'encore une fois, c'est lui qui a terrassé la Grande Armée à l'hiver 1812, et le tsar de Russie est un faiseur de rois, puisque c'est lui qui permet à Louis XVIII de revenir en France, et ce d'autant plus facilement que ses troupes, les troupes impériales russes, sont présentes en France puisqu'elles occupent Paris, ce qui permet à Louis XVIII de revenir en toute sécurité, mais ce qui donnera aussi de Louis XVIII l'image d'un roi sous contrôle, d'une marionnette entre les mains du tsar de Russie, parce que bah oui, c'est le roi qui est revenu dans les fourgons de l'étranger, qui a été imposé aux Français par l'étranger. Ce roi Louis XVIII qui chasse son prédécesseur, qui n'était autre que Napoléon Ier, qui est littéralement éjecté de son trône, parce qu'il ne faut pas se tromper, il n'est pas en train de s'asseoir, Napoléon. Il est éjecté de force de son trône par le personnage en rouge qui s'empare de lui manu militari et qui n'est autre que Lord Castlereagh, qui est le ministre des Affaires étrangères du Royaume-Uni, qui représente à la fois le roi George III, et oui, celui-là même qui avait perdu les 13 colonies lors de la guerre d'indépendance. Il a duré longtemps, George III. Mais qui représente aussi le Premier ministre du Royaume-Uni, l'ennemi juré de la France impériale, William Pitt. Et comme les Britanniques ont fait prisonnier Napoléon et l'ont expédié sur un caillou au milieu de l'Atlantique, à égale distance entre l'Afrique et l'Amérique du Sud, c'est-à-dire l'île de Sainte-Hélène, sur les cailloux îlots battus par les vents, sur lequel Napoléon finira par mourir en 1821, eh bien, Louis XVIII va pouvoir s'asseoir sur le trône de France, maintenant que les Anglais ont débarrassé le trône de la présence de Napoléon. C'est bien sûr une allusion à la victoire de Waterloo de juin 1815.
Alors, semblant relativement indifférent à la scène qui se joue au-dessus, c'est-à-dire le remplacement de l'empire de Napoléon par la monarchie de Louis XVIII, un autre monarque, un monarque absolu, eh bien, il ne s'agit rien de moins que du roi d'Espagne Ferdinand VII, celui-là même qui avait été exilé de force par Napoléon Ier, ce qui avait plutôt directement d'ailleurs provoqué la révolte madrilène du DOS des Maillots 1808, hein, je vous le rappelle, on l'a vu en Histoire des Arts, on l'a vu encore plus récemment, au cours d'une séance précédente. Eh bien, lui, il rentre avec son pays sous le bras, hein. On devine la péninsule ibérique, on aperçoit les régions de Castille, d'Estrémadour en particulier, voilà. Grâce aux alliés européens, grâce au grand vainqueur Napoléon, il redevient le monarque absolu d'Espagne. L'Espagne n'acquiert pas de territoire, mais finalement, elle est un vainqueur indirect de la situation. Ou du moins son roi Ferdinand VII. Autre grand vainqueur de Napoléon, puisque c'est même le réel vainqueur militaire sur le champ de bataille de Waterloo, un des ennemis jurés de Napoléon et de la Révolution française, eh bien, le roi de Prusse, Frédéric Guillaume III, qui lui aussi est visiblement très très occupé à faire main basse, c'est-à-dire à s'emparer des mines de charbon d'Erfurt qui ont été confisquées au royaume de Saxe, l'ancien allié de l'empereur des Français, et qui paye le fait d'avoir été l'ennemi des Allemands, et qui voit donc une bonne partie de ses territoires confisqués par la Prusse. Et quand on sait que la Prusse va devenir une des grandes puissances industrielles du XIXe siècle, et quand on sait aussi que la grande révolution industrielle de la deuxième moitié du XIXe siècle va reposer d'abord sur le charbon et la machine à vapeur, eh bien, on voit que prendre le contrôle des mines de charbon à l'époque, c'est un gage d'avenir, c'est véritablement une très bonne idée. C'est-à-dire que la Prusse est doublement gagnante. Elle gagne sur le plan territorial en s'agrandissant. Et surtout, et ça on le verra plus tard, elle va gagner beaucoup sur le plan économique. Et si on abandonne pendant quelques instants la caricature pour revenir à la carte politique du Congrès de Vienne, eh bien on voit à quel point le roi de Prusse, Frédéric Guillaume III, a profité de son statut de vainqueur, puisque la Prusse a plus que doublé son territoire, en prenant donc une partie du Grand-Duché de Varsovie, en faisant la conquête des 2/3 du royaume de Saxe. Alors le roi de Saxe sauve in extremis sa couronne, sans doute parce qu'il a trahi Napoléon sur le champ de bataille de Leipzig en octobre 1813, je vous le rappelle. C'est ce qui lui a sans doute permis de sauver un minimum de territoire. Mais il y a aussi laissé la couronne de grand-duc du duché de Varsovie, je vous le rappelle, puisque c'était le roi de Saxe qui en était le dirigeant, de par la volonté de Napoléon Ier. Bon, et on voit que le royaume de Prusse est devenu l'une des deux pièces les plus importantes de cet invraisemblable puzzle que constitue la Confédération germanique, ce que j'appelais
ce vrai faux Saint-Empire reconstitué sur les ruines de la Confédération du Rhin. Et on voit aussi que le royaume de Prusse est curieusement bâti, puisqu'il est bâti finalement en deux morceaux, disjoints, c'est-à-dire que deux morceaux séparés, puisque le roi de Prusse a fait main basse sur ce qu'on appelle la Rhénanie, c'est-à-dire la rive gauche du Rhin, c'est-à-dire la frontière avec les Pays-Bas, la future Belgique, mais aussi la France. Dernier grand personnage, et pas le moindre, puisqu'il s'agit de l'hôte de la conférence européenne du Congrès de Vienne, l'empereur d'Autriche, François Ier, qui est lui aussi très occupé, très affairé à fourrer ses poches, un grand sac, avec les très nombreuses annexions obtenues par l'Autriche en récompense du rôle joué par son pays dans la coalition européenne victorieuse, la 7e, celle qui a terrassé l'Empire français de Napoléon Ier en 1815. Et il est vrai que l'empereur d'Autriche avait beaucoup à se venger de la France napoléonienne qui l'avait humilié à Austerlitz en 1805, qui l'avait dépossédé du Saint-Empire, qui lui avait retiré de très nombreux territoires comme le Tyrol confié, rappelez-vous, au royaume allemand de Bavière, mais aussi qui avait dû accepter de donner la main de sa fille à Napoléon Ier, qui cherchait une remplaçante à Joséphine de Beauharnais capable de lui donner un fils. Bref, l'Empire d'Autriche a beaucoup souffert de la Révolution française et de Napoléon, et pour l'Autriche, le moment est venu de présenter l'addition. Et sans surprise, l'Autriche va aussi considérablement augmenter son territoire, en particulier en reprenant à la Bavière le Tyrol, en reprenant aux Italiens la Lombardie, c'est-à-dire la région de Milan, et la Vénétie, c'est-à-dire la région de Venise, ainsi que cette bande de territoire le long du littoral adriatique que l'on appelle la Dalmatie, qui aujourd'hui serait plus ou moins la Croatie actuelle. Bon, donc on voit que l'Autriche prend sa revanche et que encore une fois, cette confédération germanique qui prend la suite de la confédération du Rhin dessinée par Napoléon est une sorte de Saint-Empire version 2.0, et on voit que l'Empire d'Autriche est la deuxième grosse pièce du puzzle de la confédération germanique qui va influencer le destin de cette région de l'Europe. On voit que c'est assez curieux de constater que l'Empire d'Autriche est à la fois dans la confédération germanique et en dehors. Bon, voilà donc le corrigé sans surprise, sans difficulté. Je pense que si vous avez bien suivi les explications et si j'ai bien été clair de mon côté, il y avait peu de risques d'erreur de votre part. Il est temps d'aborder le dernier aspect de notre sujet, à savoir les conséquences du Congrès de Vienne. Et pour en mesurer l'importance, revenons à cette gravure en couleur, agrémentée d'un magnifique arc-en-ciel, symbole d'un avenir radieux après l'orage révolutionnaire qui a ravagé le continent européen pendant plus de 20 ans.
Les trois grands monarques absolus, de gauche à droite, le tsar Alexandre de Russie, au centre, l'empereur d'Autriche, François Ier, à droite, le roi de Prusse, Frédéric Guillaume III. Ces trois personnages n'ont pas uniquement comme intention de se partager le gâteau européen, mais aussi de sécuriser à la fois l'avenir du continent européen et l'avenir de leur monarchie absolue. Tout est lié. C'est-à-dire que l'idée, c'est de mettre en place un traité qui permettra à ces trois grandes monarchies absolues d'écraser dans l'œuf n'importe quelle révolution sur le modèle français de 1789 et d'écraser n'importe quel révolutionnaire, qu'il s'agisse d'un Robespierre ou d'un Napoléon Bonaparte, qu'il soit français ou pas, peu importe. Et c'est ainsi que le 20 septembre 1815, ces trois monarques absolus se prêtent devant Dieu, solennellement. Alors, ce qui est intéressant d'ailleurs, c'est que ils ne sont pas de la même religion chrétienne, puisque le tsar est orthodoxe, l'empereur d'Autriche est catholique, le roi de Prusse est protestant, donc à eux trois, ils représentent les trois grandes chapelles chrétiennes de la religion chrétienne, mais ça n'est pas grave, c'est le même Dieu, et ils jurent devant Dieu ce qui suit. Conformément aux paroles des Saintes Écritures, autrement dit la Bible, qu'ils ont ça en commun, qui ordonne à tous les hommes de se regarder comme frères, les trois monarques contractants, c'est-à-dire signataires, demeureront unis par les liens d'une fraternité véritable et indissoluble et se prêteront en toute occasion assistance, aide et secours pour protéger la religion, la paix et la justice. Autrement dit, faire en sorte qu'il n'y ait plus jamais de révolution de 1789, qu'il n'y ait plus jamais de Napoléon Bonaparte pour venir menacer les monarchies absolues en Europe. Alors pourquoi cette précaution? Eh bien, tout simplement parce que les monarques absolus, même s'ils triomphent aujourd'hui, ont bien compris que leur monarchie absolue avait été remise en cause, avait été clairement menacée, et il est donc hors de question qu'encore une fois, des fous furieux, surgis de n'importe où en Europe, ne viennent à nouveau menacer leur pouvoir au nom de ce qui est à leurs yeux des revendications absurdes, contraires à la morale, à Dieu et à leurs intérêts, c'est-à-dire la liberté, l'égalité, la fraternité. Et c'est une précaution que ce traité de la Sainte Alliance, parce qu'ils savent très bien, les rois de Prusse et empereurs d'Autriche et de Russie, qu'ils ne vont pas faire que des heureux. Parce qu'ils savent très bien que beaucoup d'Européens n'étaient pas favorables à la monarchie absolue et au Congrès de Vienne. Tout simplement parce que, en considérant encore une fois l'Europe comme un gâteau, les monarques absolus ont considéré leur intérêt propre, particulier, mais n'ont pas du tout considéré l'intérêt des peuples. Tiens, si on regarde une dernière carte, qui est la carte des langues, alors on peut se demander quel peut bien être l'intérêt de regarder la carte des langues en Europe au moment du Congrès de Vienne en 1815. Si ce n'est de découvrir que tous les Européens ne parlent pas la même langue et qu'il existe au moins 3 grands foyers de langue,
que sont le foyer latin, dont le français découle, comme l'italien et l'espagnol, bon, hérité de la civilisation latine romaine de l'Antiquité, qu'il existe aussi le foyer centré sur l'Europe centrale des langues germaniques, hein, les langues des peuples barbares de l'Antiquité et du Moyen-Âge. Et là, on découvre que les Anglais et les Allemands sont des cousins sur le plan de la langue. Et puis, plus à l'est de l'Europe, les langues slaves, dont notamment le russe. Bon, mais c'est pas ça qui nous intéresse. Ce qui est intéressant, c'est de constater que la carte des langues, autrement dit, vous l'aurez compris, la carte des peuples, ne coïncide pas avec la carte des frontières politiques des États. Alors si, parfois c'est le cas. Par exemple, si on regarde le Portugal, c'est parfait. Les Portugais vivent au Portugal, très bien. C'est à peu près la même chose pour l'Espagne, les Espagnols, pour la France et les Français. Là, il n'y a pas de problème. Par contre, si on s'aventure du côté de l'Empire d'Autriche, eh bien on découvre qu'en Autriche, on va trouver à peu près de tout. Des Roumains, des Slovaques, des Ukrainiens, des Polonais, des Tchèques, des Slovènes, des Croates, il y a même des Allemands, des Serbes, des Bosniaques, et même des Autrichiens. Autrement dit, à l'intérieur de l'Empire d'Autriche, les Autrichiens sont minoritaires dans leur propre pays. Mais au moins, c'est leur pays. Par contre, les Hongrois vivent dans un pays qui n'est pas officiellement le leur. Même chose pour tous les autres peuples que j'ai cités. Là, très clairement, il va y avoir un problème de nationalité. Même problème des nationalités pour le peuple polonais. Parce que la langue polonaise existe toujours, même si il ne fait pas bon de parler polonais quand on est un Polonais obligé de vivre dans l'Empire russe ou dans le royaume de Prusse. Puisque je vous le rappelle, depuis la disparition du Grand-Duché de Varsovie, il n'y a plus de Pologne, mais en revanche, il reste des Polonais. Et des Polonais qui sont écartelés, si on regarde la carte, entre donc l'Empire russe à l'est, l'Empire d'Autriche au sud, et le royaume de Prusse à l'ouest. Donc là, il y a clairement un problème de nationalité. Parce que là, les Français ont éveillé le sentiment national, mais le sentiment national est resté insatisfait par la défaite de Napoléon, parce que ça n'a réglé aucun problème, et le congrès de Vienne, au lieu de régler le problème des nationalités, l'a au contraire aggravé. C'est notamment donc le cas pour les Polonais. Mais c'est aussi le cas pour ces Italiens du nord de la péninsule, de la région de Milan ou de la région de Venise, qui parlent italien, se considèrent comme des Italiens, mais qui font partie de l'Empire d'Autriche et qui ont le sentiment de vivre comme des étrangers dans un pays qui n'est pas le leur. Donc là, il y a clairement un problème de nationalité. Les trois monarques absolus signataires du traité de la Sainte Alliance, l'empereur d'Autriche, l'empereur de Russie et le roi de Prusse, savaient que la question des nationalités était une véritable bombe à retardement et qu'elle éclaterait en Europe. Elle éclate en 1830, les Polonais se révoltent, les Polonais de l'Empire russe se révoltent, et là, l'Empire russe n'a besoin de personne pour écraser les Polonais révoltés. Et on voit sur cette caricature intitulée « L'ordre règne à Varsovie », à gauche de la diapositive, on voit un cosaque, un horrible cosaque, qui prend la pose fièrement
les pieds dans une mare de sang polonais, à côté de la tête décapitée d'un Polonais révolté. Bon, là, l'ordre règne parce que la Russie était assez forte pour imposer sa force brutale, j'allais dire bestiale, toute seule. Par contre, quand en 1848 l'Empire d'Autriche est menacé d'implosion, d'éclatement par la question des nationalités, puisque les Tchèques, les Hongrois, tout le monde se révolte, les Italiens du Nord, tout le monde se révolte à l'intérieur de l'Empire, et que l'Empire, la monarchie absolue autrichienne est complètement dépassée par les événements, et l'armée autrichienne aussi, eh bien, au nom du traité de la Sainte Alliance signé 33 ans auparavant, en 1815, en marge du congrès de Vienne, eh bien, on va voir l'empereur de Russie envoyer des troupes en Autriche, mais pas pour profiter de l'occasion, pas pour s'agrandir au détriment de l'Autriche, mais au contraire pour venir en aide à la monarchie absolue d'Autriche, pour écraser impitoyablement les révoltes à l'intérieur de l'Empire autrichien. Les soldats russes vont aider les armées autrichiennes à faire le sale boulot, parce qu'il est essentiel pour l'Empire de Russie que la révolution soit écrasée avant qu'elle ne soit contagieuse et qu'elle ne touche à son tour l'Empire de Russie ou d'autres parties du continent européen. Mais il reste un dernier aspect du problème des nationalités que nous n'avons pas encore évoqué, c'est le cas inverse. Après avoir vu des peuples privés de pays, il existe aussi, dans le cas des Allemands, mais aussi des Italiens, eh bien, le phénomène inverse, c'est-à-dire des peuples qui, au contraire, ont trop de pays, c'est-à-dire des peuples qui rêvent d'une unité nationale à l'intérieur d'un seul et même pays, mais qui se retrouvent au contraire fragmentés, éclatés, éparpillés par une multiplicité de frontières. C'est le cas très clairement des Allemands, qui sont séparés entre Prussiens, Bavarois, Tyroliens d'Autriche, Westphaliens, etc., etc. C'est le cas aussi des Italiens, dont un certain nombre d'ailleurs ne sont pas considérés, encore une fois, comme des Italiens, puisque intégrés à l'Empire d'Autriche, mais même pour les autres, ils sont séparés entre le royaume de Naples, le royaume de Piémont-Sardaigne, les États de l'Église, le duché de Florence, etc., etc. Et pour ces peuples, eh bien, la situation n'est pas davantage acceptable. Donc ils vont aussi se révolter. Il est temps de découvrir le repère chronologique de la séance. Là, il n'y en a qu'un. C'est celui de juin 1815 qui correspond au congrès de Vienne et à son traité que nous venons d'étudier ensemble, passé entre l'Autriche, la Russie, la Prusse, ces trois monarchies absolues, et qui constitue le traité de la Sainte Alliance. Voilà, je vous laisse découvrir le texte de la leçon, de la séance 4, de la leçon 4, intitulée « Le Congrès de Vienne et le problème des nationalités ». J'espère que ça vous aura plu, ou du moins intéressé. Et je vous dis à bientôt pour de nouvelles séances en histoire, en géographie ou en EMC. À bientôt.